Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. La police nationale a présenté ce mercredi le bilan des opérations menées par l'institution policière allant du 10 mars au 15 avril 2015. Selon le porte-parole adjoint de la PNH Gary Desrosiers, 55 personnes ont été arrêtées au cours de ces opérations, 3 véhicules confisqués. La PNH a procédé à la saisie de 23,7 kg de marijuana, 83,65 kg de cocaïne, 13,10 kg d'héroïne et une arme à feu récupérée. Gary Desrosiers précise que les personnes arrêtées sont accusées de vol, viol, trafic de stupéfiants, etc. Et DCPJ menait un ensemble d'opérations allant du 10 mars à date. Il y a 3 véhicules qui sont confisqués, il y a 23,7 kg de marijuana qui est saisi, il y a 83,65 kg de cocaïne qui est saisi, il y a 13,10 kg d'héroïne qui est saisi, il y a 11 armes qui sont confisquées. Il y a 9 cas de viol que nous avons enregistrés, il y a 55 arrestations. Alors, chef d'accusation, c'est viol, trafic illicite de stupéfiants, vol de véhicules, enlèvement, détention illégale d'armes à feu, homicide, tentative d'assassinat. Dans le cadre de dossiers policiers qui perdent la vie, nous connaissons que un pile policier de janvier à date qui mourit sous balle bandit. Il y a une enquête justement qui ouvre au niveau de la DCPJ et il y a justement plusieurs personnes que nous avons arrêtés dans le cadre de dossiers. Il y a un policier et Gasly Gerli Jean-Baptiste qui était mort le 13 janvier 2015 à Santo 16, côté que DCPJ interpellé pour implication présumée dans l'assassinat policier ça, Georgie Thomas. Gagné tout Mac Giffrard, il continue à créer Angelo, gagné Michelet Saint-Julien qui continue à créer Tigé. Il a arrêté dans le cadre de l'assassinat qui a été fait sous le policier Grégory Georges le 21 janvier 2015 à Delma 33. Il y a 9 personnes qui sont arrêtés pour viol. Il y a Jean-François Noël qui a 51 ans qui viole un petit monde de 14 ans. Il y a Sermo Lunes qui a 54 ans qui viole un petit monde de 16 ans. Il y a Ivens Lorius qui a 48 ans qui viole un petit monde de 12 ans. Il y a Volsi Ernso qui a 27 ans qui viole un petit monde de 13 ans. Il y a Julius Lee Joseph, ils ont ressortissant américain, côté que DCPJ a arrêté lui sous mandat international. Alors, monsieur le mandat ça a été là longtemps, et il était fait un crime aux États-Unis le 12 février 1998 sous Clément Pierre, côté que devine caché et côté que extradé vers les États-Unis, c'est US Marshall justement qui allait avec lui le 8 avril 2015. La police annonce la poursuite d'une opération d'envergure par le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants sur le wharf de Jérémie à bord d'un bateau en provenance de Colombie, battant pavillon panaméen, et à son bord de la cocaïne dissimulée dans une cargaison de sucre. Gary Desrosiers, porte-parole AI de la PNH, affiche une certaine prudence pour ne pas révéler l'identité du RAF en question et du propriétaire de la cargaison de sucre. Embarrassé par les questions pertinentes des journalistes, Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH, donne la garantie que la police assumera sa responsabilité et elle procédera à l'arrestation de toute personne impliquée dans ce dossier. Gary Desrosiers. Pour le moment, BLTS a mené une grosse opération sur WAF Jérémie, et côté que un bateau justement qui est sur WAF là et qui normalement qui a plusieurs tonnes de sucre là-dedans. Et information bah nous que t'es capable de gagner justement des cocaïne justement dans le bateau ça et côté que gagner plusieurs kilos qui saisit déjà par BLTS et gagner fouille qu'a fait actuellement sous le bateau ça dans WAF Jérémie et c'est certain que ça prend pile de temps parce que c'est plusieurs tonnes de sucre alors faut que fouille au fait pour que nous capables d'arriver joindre et toute et cocaïne ça qui à bord bateau ça que monde qui occupant yo monde qui dans bateau toujours dans bateau et il y a une surveillance stricte justement qui fait et à savoir exactement dans qui WAF je pense effectivement c'est un espace très large je pas vraiment toute précision qui WAF exactement bon mais important et non pas d'information sur ça mais bon, c'est certain que n'a pas qui arrive dans zone là et puis d'ailleurs n'a pas que policiers autour en opération. Et effectivement, bateau ça c'est Colombie qui est sorti et selon l'information que gagne et gagné plusieurs vraiment kilogrammes de cocaïne parmi eux effectivement gagne 10 kilogrammes d'héroïne justement qui à bord bateau ça côté que nous avons récupéré et fouille a continué
et la justice touche de ça. Alors, je ne vais pas tout anticiper ni et faire un grand discours sur ça, mais on nous quitte justement et les policiers fait travail et puis au moment opportun, je nous dis, on a informé la presse. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, de concert avec le comité des étudiants de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, ont organisé ce mercredi une conférence débat autour de la problématique des relations haïtiano-dominicaines relative à l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine. À travers cette activité, les étudiants de l'INAGE veulent demander au gouvernement haïtien de prendre les mesures qui s'imposent en vue d'une meilleure relation diplomatique entre les deux pays. Emmanuel Jeff Mose est au micro de Nancy Lenné. La conférence débat qui fait jeudi dans l'INAGE sur l'arrêt Cour constitutionnelle dominicaine, elle est entrée dans le cadre de mission universitaire. Université en général et université de l'État en particulier. Donc comme INAGE, c'est faculté dans l'UH là qui a enseigné sciences politiques et relations internationales. Donc là, entrer dans le champ thématique. Nous. Donc c'est comme dit nous, c'est dans le cadre de mission universitaire qui c'est recherche et puis service à la communauté. Donc, nous participer dans l'organisation de conférences comme ça permet de nous édifier la population et ça permet de nous participer dans la prise de décision que le gouvernement a bien pour le faire, dans ça concerne l'impact ça a gagné sous la République d'Haïti. Ça, je ne parle de l'impact, je parle de Cour constitutionnelle dominicaine qui prend réglementation ça. Alors, le thème qui était abordé, c'est les relations haïtiano-dominicaines et puis nous prenons comme cas spécifique cadre de l'arrêt du Cour constitutionnel, de la Cour constitutionnelle dominicaine, de la République dominicaine, TC 0168-13. Alors nous espérons aboutir avec une nouvelle orientation dans la politique étrangère de la République d'Haïti. Nous souhaitons que le gouvernement haïtien prenne les mesures nécessaires pour contribuer à ce que visibilité Haïti, à ce que souveraineté Haïti, à ce que relations que Haïti a entrepris dans la République dominicaine prennent l'autre angle, c'est-à-dire non angle de fraternité et non angle d'égalité. Parce que là, c'est comme si nous avons essayé de comprendre que le rapport qui gagne entre Haïti et la République dominicaine est pluridimensionnel et pluridisciplinaire. Alors, nous obligés d'aller dans ethnologie, anthropologie, nous prenons historique, nous prenons juridique, nous prenons économique, mais un facteur qui est fondamental, c'est le facteur qui parle sur relations diplomatiques. Donc, il faut que la diplomatie haïtienne change de cap. Une vingtaine de membres de plusieurs organisations sociales ont organisé un sit-in ce mercredi devant les locaux du Palais de Justice au Bicentenaire. Par ce sit-in, ces derniers entendaient exiger une enquête autour de la gestion des fonds du programme Petro-Caribé sous le gouvernement de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte. Les manifestants se sont prononcés contre toute démarche visant à délivrer des certificats de décharge à l'ancien premier ministre de Michel Martelly pour sa gestion à la primature et au ministère de la Planification, tour à tour André Fado du Monop et Biron Odigé de la Faux-Parc. Après rapport, Cour supérieure des comptes sorti, qui gagne plus passé 328 millions de dollars, il n'y a pas qu'à justifier sur l'administration Lamotte Martelly. L'argent $50, l'argent Petro-Caribé gaspillé dans mes nègres. Nous dit l'État impossible, après toute gagote ça, pour gagner un pouvoir qui fait tentative, pour mettre ça au papier, pour participer dans la sélection à faire. Nous-mêmes, nous venons là, comme nous connaissons, même si la justice qui est alliée, mais au moins, pour des juges, ils ont même servi sous question ça, parce que les clameurs publics contre la mort, contre Caplume, contre Belle, contre l'autre monde, et bien nous dit qu'il faut que la justice serve contre les gens qui gaspillent l'argent de l'État, qui gaspillent l'argent Petro-Caribé, et bien pour la justice mettre en mouvement contre les gens. Et son bataille que nous-mêmes, à travers ta concertation populaire là, nous engager pour nous continuer la bataille contre la corruption, contre gaspillage, contre vol. Et bien, je dis à ces devoirs, tous citoyens et citoyennes, pour nous camper derrière la bataille ça, pour les honnêtes lui-même, lui gagner, lui optimiser des affaires, la diriger l'État, pour lui-même, lui pas connaître bien maman avec bien papa, pour prendre toute bagaille pour continuer pour la faire outil, et puis pour le peuple pour garder. C'est bataille contre la corruption. Je dis à nous dans la rue, vendredi, nous avons devant la Cour supérieure des comptes, et lundi 1er mai, nous avons accompagné
ouvriers qui ont souffert même là avec nous. Et 18 mai, c'est une grande manifestation, retour contre l'équipe La Motte Martelly, qui a pour nous exiger des payes. Sit-in aujourd'hui, il rentre dans une série de sit-in qui est déjà initié dans le pays, particulièrement dans la capitale. La semaine avant Pâques, nous avons déjà fait un premier sit-in devant le Cour supérieur des comptes. Aujourd'hui, nous cassons rendez-vous devant Pâques. Pour quelle raison? C'est parce que nous tendons une tentative qui a été faite entre Martelly. Martelly qui est chef corruption et qui a été fait tentative en complicité avec la justice pour légaliser la Motte. Et pour la Motte, elle participer dans soi-disant dit élection qu'a préparé pour être dans le pays. Je ne dis pas pour pile crime économique, la Motte fait, crime en vie humaine, la Motte fait, au lieu de la justice, mettez code dans pour la Motte, nous avons un plan qui a été fait pour la Motte de charge, pour la Motte, elle participer dans soi-disant dit élection qu'a fait. Aujourd'hui, nous venons devant le parquet de Port-au-Prince pour demander à la justice d'assumer responsabilité. D'ailleurs, le juge Cour supérieur des comptes est clair. Il dit que l'agent Petro-Caribé, la Motte fin volée, déchets pillés et trésor public là, en complicité avec Martelly, qui donc nous vient dire la justice, au lieu de passer comme complice, comme moun qui a légalisé la Motte, c'est pour assumer responsabilité, mettre la Motte en bas code. Face à la recrudescence des actes d'insécurité dans le pays, la police nationale annonce qu'elle va adopter toute une série de mesures visant à faire échec au plan des criminels, Gary Desrosiers et qualifie de lâche l'assassinat du policier Jean-Pierre Johnson à Brochette 99 et le braquage de la station Sol à Delma 31 par des bandits à moto qui a coûté la vie à Métellus Seroc, père de 5 enfants. Il réitère la volonté de la police à travailler en vue de diminuer l'insécurité qui prévaut dans le pays. Gary Desrosiers est au micro de Jean-Guy Sadrap Mémé. Bandit assassiné policier Jean-Pierre Johnson hier, ça arrivait exactement dans Brochette 99. Et selon l'information que j'ai gagnée, monsieur c'est dans la zone dans l'habité. Et côté que il pas l'entrée la Cali, bandit attaqué, gagné un commissariat Carrefour qui était maintenant face opération. Il y a plusieurs monde qui interpellés et il y a des CPJ justement qui saisit tout de dossier ça parce que depuis qu'il y a mort d'homme, des CPJ automatiquement en branle. Gagné hier soir, malheureusement, il y a une attaque qui est bandit à moto. 3 bandits qui étaient sous moto attaqué pompe à essence qui est exactement en face Téléguinéen Delma 33. Et côté que il y a un agent de sécurité qui prend balle danger et pour le moment on prend soin, nous espérons aussi de situation, mais malheureusement il y a un pompiste, un jeune garçon qui papa 5 petites qui relève Métellus Seroc qui gagne 40 ans côté que bandit tué lui et bandit ça yo poté aller recette journée parce que groupe ça il prend relève à 2h. Ça fait exactement hier soir, il était aux environs 8h30 dans Delma 33 en face radio Delma 31 pardon, en face radio Téléguinéen. Dans l'actualité internationale, le président américain Barack Obama, favorable au retrait de Cuba de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme, il revient à présent au Congrès d'approuver ou non cette décision, notant que le pays de Fidel Castro figure sur cette liste depuis 30 ans. Après les gestes et les symboles, les actes, les relations entre les États-Unis et Cuba se réchauffent. Si l'embargo est toujours en place, Barack Obama a adressé ce document au Congrès américain mardi. Une demande officielle pour qu'il retire l'île de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. L'un des premiers gestes concrets vers une normalisation entre les deux pays. À La Havane, on se réjouit de la nouvelle. Il était temps. Il est temps qu'Obama comprenne que Cuba n'est pas ce qu'on dit. Il est temps de recoller les morceaux entre Cuba et les États-Unis. Cuba figure depuis 1982 sur cette liste noire, aux côtés de pays comme la Syrie, le Soudan ou l'Iran. C'est l'administration Reagan qui l'y avait placé pour son soutien aux séparatistes basques de l'ETA et aux rebelles des FARC en Colombie. Retirer Cuba de cette liste, c'est lui permettre d'ouvrir une ambassade aux États-Unis ou d'accéder au système bancaire américain. Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, candidat à la présidentielle et fils d'immigrés cubains, a immédiatement dénoncé cette décision.
Cuba est un pays qui soutient le terrorisme. Ils hébergent des gens qui ont fui la justice américaine, y compris quelqu'un qui a tué un policier dans le New Jersey il y a plus de 30 ans. C'est aussi le pays qui aide la Corée du Nord à contourner les sanctions de l'ONU sur les armes. Ils doivent rester sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Mais le rapport du département d'État affirme que Cuba n'a pas apporté de soutien au terrorisme international ces 6 derniers mois. Les républicains sont largement hostiles à ce rapprochement avec la Havane. Le Congrès, où ils sont majoritaires, a maintenant 45 jours pour manifester son opposition éventuelle à la proposition du président. Mais Barack Obama dispose d'un droit de veto et peut donc toujours passer en force. 400 migrants sont morts noyés dans la côte Méditerranée dimanche dernier. Ils revenaient de Libye et tentaient de rejoindre l'Italie. Les gardes-côtes italiens ont réussi à sauver 145 personnes. Le premier témoignage des survivants de ce drame révèle, ces survivants révèlent qu'ils ont été contraints par les trafiquants. Pendant plusieurs mois, ils ont été enfermés, privés de nourriture, battus en Libye. Ceci pour contraindre les familles à payer le voyage, un voyage qui s'est déroulé dans des conditions effroyables. 550 personnes environ entassées à l'intérieur de cette embarcation de fortune qui a chaviré au bout de 24 heures de navigation. Mais vraisemblablement, ceci a été causé par les mouvements à l'intérieur du bateau des migrants pour attirer l'attention lorsqu'ils ont aperçu des équipes de secours. 9 corps pour l'instant ont été récupérés. 144 sont les survivants de ce drame. Une enquête est en cours. L'Organisation internationale pour les migrations est en train de recueillir tous les témoignages. Mais si ces témoignages sont bien confirmés, il s'agirait là du plus important drame de l'immigration en mer Méditerranée en ce début de 21e siècle. Le conflit armé au Yémen pousse les habitants à quitter leur pays. La plupart d'entre eux ont pris la direction de Djibouti, de l'autre côté de la mer Rouge, dans des embarcations de fortune au péril de leur vie. Ils arrivent enfin à Djibouti, après un périple de 20 heures. Ces Yéménites ont fui leur pays en guerre. Ils décrivent un climat de terreur au quotidien. J'étais dans la capitale. Les combats étaient vraiment intenses. Tout au long de la journée, il y avait des bombardements dans la ville. Et ensuite, l'électricité a été coupée. 30 km séparent les côtes yéménites de Djibouti, un pays situé aux portes de la mer Rouge. Seules quelques centaines de personnes ont effectué la traversée. Nous sommes venus du Yémen, mais avec un visa légitime. Et nous essayons de trouver un hôtel, pas un camp, s'il vous plaît. Un jour plus tôt, d'autres réfugiés étaient placés dans ce camp de fortune, au nord de Djibouti. L'un d'entre eux raconte sa fuite du port d'Aden sous les bombardements. Le voyage s'est fait sur un bateau transportant de l'essence. Nous étions sur le pont avec des protections contre la chaleur. La traversée a duré 2 jours, sans aucun siège. On pouvait voir les frappes aériennes, c'était terrifiant. Plusieurs ONG décrivent un Yémen au bord d'une grave crise humanitaire. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés se prépare à voir d'autres bateaux débarquer sur les côtes djiboutiennes. Nokia va racheter Alcatel-Lucent dans l'univers des équipementiers de télécom. Le nouvel ensemble s'appellera Nokia Corporation. Son siège social sera basé en Finlande. Nokia a promis une forte présence en France. Le ministre français de l'économie veillera au maintien des emplois. C'est le mariage de 2 anciens concurrents sous l'œil attentif de l'Élysée. Un dossier que l'État suit depuis longtemps. Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen, à la fois des équipements et des technologies sur le téléphone mobile et le fixe. Ce sera un centre d'excellence de recherche et développement qui sera en France développé. La 5G se développera en France dans ce nouveau groupe. Conséquence directe de cet accord, Alcatel-Lucent sera valorisé à 15 milliards d'euros, avant une fusion prévue début 2016 sous le nouveau nom de Nokia Corporation. Mais c'est bien Nokia qui sera majoritaire, à 66% pour le finlandais contre 33% pour le groupe franco-américain. Pour Nokia, c'est une renaissance. L'ancien géant des portables a raté le virage des smartphones. Mais depuis 3 ans, il réussit sa mutation dans les équipements de réseau. Le même secteur qu'Alcatel, en pleine crise depuis sa fusion ratée avec l'américain Lucent. 18 000 emplois supprimés dans le monde en moins de 10 ans.
Le marché des infrastructures télécom est dominé par une guerre des prix, notamment depuis l'arrivée des acteurs chinois sur le marché. Il devient difficile de concurrencer les acteurs chinois qui ont des coûts de revient totalement différents. Au bord de la faillite, Alcatel compte aujourd'hui sur cette nouvelle fusion pour devenir plus grand et plus compétitif. Le gouvernement promet que cette fusion ne sera pas au prix de l'emploi. La suppression de postes semble pourtant inévitable du côté de Nokia. Il y aura forcément un impact, car quand deux groupes fusionnent, il y a des chevauchements. Nous ne sommes pas encore en mesure de chiffrer le nombre de postes supprimés. Alcatel-Lucent emploie près de 8000 salariés en France, sur un total de 53 000 dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.